Ce soir, je vous emmène sur la route des icebergs, au Groenland. C'est tout simplement pour moi l'un des plus beaux endroits du monde. Le royaume des glaces, immense, loin de tout. Et quand je vous dis que le Groenland c'est loin de tout, mais en fait pas vraiment, regardez. Ça c'est les distances en heure d'avion. Vous voyez Paris là-haut, c'est à 4h25 d'ici. Mais en même temps, vous voyez là-haut, New York 4 heures et Moscou 5 heures. Et celui du haut, le meilleur, le pôle Nord, 3h15 seulement. En fait, quand on est ici, on se rend compte que le Groenland, c'est le centre du monde. Et ça, on n'y pense pas forcément avant de venir. Le Groenland fait partie du Danemark. Pour y aller, transit par Copenhague, puis direction Kangerlussuaq, le principal aéroport du pays. Vu du ciel, le Groenland, c'est du blanc, à perte de vue. La calotte glaciaire, elle est là. C'est immense, immense. 80% du Groenland est recouvert par la glace. Et là-dessous, l'air de rien, il y a quand même 10% des réserves d'eau douce de toute la planète. Et on dit que si jamais elle fondait, les océans s'élèveraient, rien que cette glace-là du Groenland, les océans s'élèveraient de plus de 2 mètres. Après 4h30 de vol, première sensation en terre arctique. Avec la vapeur qui sort de la bouche des gens, il fait pas chaud. Bah écoutez, il fait frais, mais ça va, c'est raisonnable. Il fait quelle température là? Parce que les doigts ça pique un peu, mais ça n'a pas l'air très froid. Là, il fait moins 20 degrés. Ah, en fait, oui. Attendez, en fait, voilà, ça vient assez vite et il faut mettre des gants. En fait, il fait froid. Faut pacifier quand on descend de l'avion. Mais je suis loin d'être arrivé. Le Groenland est une terre immense, grande comme 4 fois la France, pour seulement 57 000 habitants. Je vous emmène beaucoup plus au nord, sur la côte ouest, dans un des endroits les plus incroyables, les plus isolés de ce territoire. Pour y arriver, je dois maintenant prendre encore 2 avions jusqu'à Karsut, un minuscule aéroport à la piste verglacée, et c'est là que j'emprunterai la toute dernière navette. Alors là, ça y est, c'est la dernière étape du voyage. Plus on avance, plus les aéroports sont petits, ça devient très familial. Et ici, tous les gens qui sont ici n'attendent pas l'avion, mais ils attendent l'hélicoptère. Parce que l'hélico ici, c'est un petit peu comme le bus. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est un hélicoptère familial. Donc il y a des enfants, des bébés, voilà. C'est à la bonne franquette. Au Groenland, il n'y a pratiquement pas de route. En fait, les glaciers et les fjords empêchent de construire des liaisons entre les villes. En été, on circule en bateau et l'hiver, par les airs. Un petit quart d'heure d'hélico, et enfin, je devrais arriver à destination, dans un des endroits les plus spectaculaires du Groenland, Uummannaq. Et il y a combien de voyageurs par trajet? En général, on prend 9 passagers, à l'aller comme au retour. Normalement, c'est le maximum. Et il faut faire attention à quoi quand on est pilote d'un hélicoptère de transport public? Quelles sont les particularités? Eh bien, si on se fait surprendre par le mauvais temps, on n'a pas beaucoup d'options pour atterrir et s'abriter. Alors il faut qu'on soit vraiment sûr des conditions météo dans les zones qu'on va survoler. Et si on a le moindre doute, on retourne à notre point de départ. Là, vous voyez apparaître la montagne d'Uummannaq sur votre gauche. Et la ville se trouve au pied de la montagne. Si on regarde bien, on aperçoit déjà les maisons colorées. Et c'est magnifique, c'est sublime. Je suis d'accord avec vous. Ça fait 10 ans que je suis pilote d'hélico ici et le paysage me paraît toujours aussi magique. Difficile de trouver un bureau avec une plus belle vue.
le spectacle est total, féerique, irréel. Uummannaq, c'est un bon millier d'habitants, perdus sur une île au milieu d'une mer gelée. Mais pour le Groenland, c'est une ville. Ici, la vie ne s'organise pas comme ailleurs. Et je vais vite découvrir que chaque détail, chaque habitude, est une surprise. Le vert signifie que la personne qui vit là travaille dans la communication. Ah bon, c'est-à-dire que les couleurs indiquent la profession de l'occupant. Au Groenland, je vais rencontrer des gens extraordinaires, comme Pauluk, un pêcheur courageux, le roi du flétan à Uummannaq. Allez Philippe. 600 mètres de ligne, ça réchauffe. Ah, il y en a un qui arrive là. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ça, c'est un flétan. Et Halibut? Il y a aussi Anders, qui connaît par cœur les dangers des icebergs et va me permettre d'approcher ces monstres. Certains s'élèvent jusqu'à 115 mètres au-dessus du niveau de la mer. J'hésite à le dire, mais je pense que c'est un des plus beaux endroits du monde. Au fil de mon périple, je vais découvrir que des pans entiers du Groenland sont quasi inexplorés. Il y a plus de gens qui se rendent sur le pôle Nord que là où nous allons. C'est sûrement la seule fois dans notre vie où nous pourrons observer un ours polaire dans son habitat sauvage. Mon cœur bat à 100 à l'heure. C'est magique. À la fin de mon voyage, je rencontrerai Inumguaq. En inuit, ça signifie « adorable petit enfant ». Mais sous mes yeux, le petit enfant va se transformer en cuisinier de l'extrême. Et si l'iceberg se retourne? On devra courir très vite. Et on a le temps de courir s'il se retourne? Non. Mais pour l'instant, je n'en suis qu'au tout début de mes aventures. Après bien des heures de vol, j'arrive enfin à Uummannaq. J'ai rendez-vous avec Pauluk, le pêcheur. Hey! Hello, Philippe. Bonjour! Bonjour. Hello! Hey. Nice to meet you. Nice to meet you! Eh, mais quel voyage! Yeah. Welcome to Bienvenue à Uummannaq. Mais c'est le bout du monde! J'ai pris 4 avions, un hélico, et voilà. C'est très long. Yeah, it Oui, is. c'est It's loin. far away, at north. On est très au nord. C'est un spectacle merveilleux. Yeah, it's Oui, beautiful. c'est très beau ici. Eh ben, je suis content de voir votre tête parce que je me demandais à quoi vous ressembliez. Me too. Moi aussi. En quittant l'aéroport, Pauluk me réserve une première surprise. Et là, on descend sur quoi, là? We are on the Eh bien, sea on roule right sur la mer. Là, on est sur la mer? Oui. C'est incroyable, ça. Ah oui, là, il y a un gros bateau. Il est pris dans la glace, là. now, but you have to Oui, wait il faut qu'il attende l'été pour pouvoir repartir. before it sails. Et c'est rare de rouler en voiture comme ça et de doubler un bateau. Et il y a combien d'épaisseur de glace sous les roues, là? It's Oh, around is, entre 30 et 40 cm. centimeters. 40 cm. Oh, bah c'est pas beaucoup. Non, non, mais ça suffit. Safe enough to drive on. À partir de 20 cm de glace, 20 centimeters. on peut rouler safe sans danger. to drive. Là, on est ailleurs. Hein. Et donc la route normale, elle est sur la mer. Yeah, Oui, there's a c'est comme une longue long autoroute. highway, the widest Et c'est sans doute la route la plus large du monde. on the earth, maybe. Tu peux conduire où tu veux. wherever you want. Et alors ça, ces montagnes de glace là, c'est des icebergs. Yeah. Oui. Yes, they are. Ils sont bloqués là, Just during pendant l'hiver. the winter. And this is La glace se forme the ice is forming. et ils restent coincés là. Cannot move. So they have to Et en wait été, for the summer. quand la glace fond, So when this ice is melting, they can ils move quittent la baie. outside the bay.
C'est marrant, moi j'aurais envie d'arrêter la voiture, de descendre à pied et de courir toucher les icebergs. C'est possible ça? Non, ça je vous le conseille pas. Comme vous pouvez le voir, la glace s'écroule par endroits. Et c'est dangereux de marcher trop près des icebergs. Est-ce que ça bouge? Oui, c'est la marée qui les fait bouger. Alors si on marche trop près des icebergs, on peut tomber dans l'eau. En fait, tout ça paraît immobile, mais en fait, c'est très vivant. Voilà donc Uummannaq, le Grand Nord, comme dans un rêve. 1200 habitants vivent ici, sur cette île, ce confetti glacé d'à peine 12 km². Mais vous coupez pas le moteur? Si je dois rester là-haut un moment, je laisse le moteur tourner. Comme ça, quand je reviens, le moteur est encore chaud. Et vous laissez les voitures comme ça, toutes seules, avec le moteur qui marche? Pas de problème. Les gens savent que c'est ma voiture. Mais s'il y a quelqu'un qui passe et qui la prend? Non, personne ne fait ça ici. De toute façon, il n'y a nulle part où se cacher. Ça va? Entrez. Il faut laisser nos chaussures ici. Ah, c'est comme ça? Au Groenland, on enlève ses chaussures à l'entrée. Oui, c'est mieux. Sinon, on mouille tout avec cette neige. Entrez. Chez moi, c'est chez vous. Ah. Et comment vous faites? Parce que c'est quoi les températures en hiver? Là, il fait -10, mais ça peut descendre jusqu'à combien? Oh, jusqu'à -30. Et comment vous faites pour avoir de l'eau sur cette petite île perdue au milieu de la glace? Il y a un lac là-haut. On pompe l'eau et on l'achemine par des tuyaux. Et comment ça se fait que l'eau ne gèle pas dans les canalisations pour arriver jusqu'à la maison? Ah oui. Eh bien, tous les tuyaux sont réchauffés par des radiateurs électriques. Comme ça, l'eau ne gèle pas. Mais bon, parfois ça arrive qu'elle gèle. Et là, on doit réparer. Voilà, en revanche, ah oui, la vue qui est quand même extraordinaire. En Europe, dans les villes, les immeubles voisins vous bouchent la vue. Mais ici, on peut voir de tous les côtés. Et donc tout ça, c'est la mer gelée avec les icebergs. Et donc j'imagine que l'été, quand c'est dégelé, le spectacle est complètement différent. Oui. On voit plein d'icebergs se déplacer. Ils quittent la baie pour rejoindre le large. Le paysage change tout le temps. Ça vous arrive de rester longtemps là à contempler ce paysage? Oui. Quand j'ai le temps, je regarde le fjord. Ça m'apporte un sentiment de paix. Je peux réfléchir, me vider la tête. C'est vrai, ça nettoie la tête. C'est exactement ça. C'est superbe. Bravo. Super. Je suis content d'être là. Oui. Merci beaucoup. Et le Groenland, c'est un tiraillement permanent. L'envie de rester bien au chaud à la maison et en même temps d'aller voir, d'aller humer l'air glacé des rues en affrontant un petit -15. Ici, tout est gelé durant 5 mois. Aucun bateau ne peut venir ravitailler l'île, il faut stocker. Et c'est un comble, mais dans le Grand Nord, chaque maison possède plusieurs congélateurs. Et je ne crois pas, qu'est-ce qu'elle fait? Et là, il y a une dame qui pend son linge. Ah, mais c'est terrible. Mais vous allez être gelé. Et votre linge, il va geler, non? On pend son linge par cette température? Bien sûr, il va geler. Mais quand il fait bien froid comme ça, le linge est plus beau et plus doux quand il sèche à l'air libre.
Alors attendez, parce que alors ça c'est une technique très spéciale. Donc le linge gèle et une fois qu'il est sec, il est plus doux parce qu'il a gelé. Mais quand est-ce qu'il a séché dans tout ça? Parce que si c'est de la glace, il peut pas sécher. Le vent passe dans le linge. Ça le fait bouger et il sèche. Ah bon? Vous voulez dire que le vent secoue le linge glacé et la glace s'en va? Passez voir demain si vous ne me croyez pas. Ah non, mais je vous crois, il n'y a pas de problème, je vous fais confiance. C'est incroyable, ça. Et moi, j'ai toujours pas compris comment ça séchait, hein, mais bon, il faut laisser une part de mystère. OK. Ben, merci beaucoup. Bye bye. Bye. Elle est incroyable. Et vous savez pourquoi ça sèche? Ici, l'air est sec. C'est pour ça que dehors, le linge sèche en une journée. Ah, c'est vrai que l'air est sec, ici on sent sur la peau, ça tire très vite. Regardez. Je ne peux même pas faire une boule de neige. Ah bon? Oui, la neige est sèche ici. Elle ne colle pas parce qu'il n'y a pas d'eau dedans. C'est tout glacé. Ah mais c'est terrible! Et ça, c'est la nouvelle la plus désastreuse à propos du Groenland. Pas de bataille possible. No. Il n'y a pas grand monde dehors. On dirait une ville fantôme. Il y a du vent. Ouais. Vous voulez un café? Ouais, ça fait du bien. Là? Oui, allons-y. Ah bah il y a du monde, tout le monde est là en fait. Ah mais c'est plein. À Uummannaq, il y a un héliport, un collège, un hôpital, une supérette Bonjour. et un incontournable, le Café Ma. C'est le café de l'île où tout le monde se retrouve autour d'un cappuccino ou d'un hot dog. Pour les anciens, il y a la machine à sous. Et pour les plus jeunes, il y a Internet. On a beau être au bout du monde, on reste connecté. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune et qu'on vit dans une si petite communauté, un si petit village isolé? Moi, je fais de la musique. Des tambours groenlandais. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Une sorte de percussion. OK. Et alors, vous allez à l'école ici? Comment ça se passe? Il y a un lycée? Pour aller à l'école, on prend l'avion. En fait, on doit prendre 3 avions. Mais c'est un très long voyage. Pas si long. Non, c'est normal. Oui. Bon, d'accord. Mais ça doit coûter cher de prendre l'avion pour aller au lycée. C'est l'école qui paye le transport. L'école paye l'avion. Ça paraît fou. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. En tout cas, vous êtes rayonnante. Le soir, bleu glacier tombe sur Uummannaq. Je ne me fais pas prier pour aller dormir, car dès le lendemain matin, Paolo-Louk a décidé de m'embaucher. C'est un peu rafraîchi aujourd'hui. Il fait quelle température là? Il fait moins 18. Ah oui. Peut-être moins 20 avec le vent. 22. Oui, je me disais qu'il y avait un petit air frais. Voilà le trou. Et tous les jours, vous venez relever des trous de pêche comme ça? Oui, tous les jours. J'ai posé la ligne hier et aujourd'hui, je dois la remonter. Sinon, mon poisson se fera manger par les autres poissons. Allez, on va remonter la ligne. Elle fait environ 600 mètres. 600 mètres? Oui. La ligne?
Il y a beaucoup de poissons là-dessous. Surtout à 600 mètres. C'est lourd. Et pourquoi c'est lourd? Il y a peut-être un requin. Et vous en attrapez vraiment des fois? Vraiment? Oui. Et ils sont grands comment? Ils peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres, même plus. 600 mètres de... 600 mètres de ligne, ça réchauffe. Combien de temps on met pour tout retirer comme ça? Environ 20 minutes. 20 minutes? 15-20 minutes. Ça dépend à quelle vitesse vous allez. Faut aller vite. Mais ça fait pas de mal. Ça vous tient chaud vu que vous bougez. Plus de 300 mètres. 300 mètres. Allez, Philippe. Ah, il y en a un qui arrive là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là là. Mais c'est gros. Qu'est-ce que c'est? C'est un poisson. Yes, j'ai bien compris. Mais quel genre de poisson? Celui-là, je peux pas le vendre à l'usine. Il me faut du flétan. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Ça, c'est un flétan. Vous avez vu sa mâchoire? Il a les dents bien aiguisées. Ah oui, dis donc, il y a des dents. Oh là là. Oh. Ah, le flétan, numéro 2. Super. Encore un flétan. Et pourquoi vous êtes content comme ça quand c'est un flétan? Parce que ce poisson, il rapporte beaucoup d'argent. Yes? Ah bon? Vraiment? Oh, une raie. Une raie? Une raie. Une raie? C'est incroyable la vie qu'il y a là-dessous. La mer est vaste. Encore un flétan. Youhou. Au coucher du soleil, on part vendre notre flétan. Et je ne vais pas tarder à m'apercevoir que c'est un très très bon filon. Quelques minutes de skidoo, et Paolo s'arrête près d'un étrange bateau, immobile, pris dans les glaces. Un bateau-usine qui n'est pas là par hasard. C'est là qu'on transforme tous les poissons pêchés dans le secteur. Bonjour. Bienvenue à bord. Bonjour. Allô. Dis donc, est-ce que vous avez remarqué que votre bateau est un peu bloqué par la glace? Oui, je sais. Donc dans le bateau, on traite le poisson. On est 18 à bord. 3 personnes s'occupent uniquement du bateau. Les 15 autres travaillent pour l'usine. Mais alors vous êtes capitaine d'un bateau immobile? Oui, c'est ça. On a des réserves à bord. On est équipé pour rester coincé ici environ 5 mois. On a beaucoup de carburant. Et on fait notre propre eau douce. Et toute la nourriture dont on a besoin, on peut l'acheter au village. Et alors c'est un bon pêcheur, Paolo, qui vous en ramène beaucoup? Oh oui, c'est un bon pêcheur. Il vient nous voir tous les jours avec ses prises. Et alors, est-ce que c'est une bonne saison pour le flétan cette année? Superbe. Jusqu'à le meilleur pêcheur qui pêche à Uummannaq, il a gagné jusqu'à combien en une seule saison? Eh bien, on dit qu'il peut gagner jusqu'à 400 000 € en une saison. 400 000 €? Ah oui, 400 000 €, c'est déjà un bon petit pactole. C'est votre objectif, ça? Oui, c'est ça. 400 000 €? Plutôt 500 000 l'année prochaine. C'est marrant parce qu'on arrive à Uummannaq, là, dans cette toute petite bourgade perdue, loin de tout. On se dit, oh là là, mais ça doit être très compliqué de vivre là, etc. Puis en fait, on découvre tout un monde qui fonctionne pas si mal. C'est comme un trésor caché. Uummannaq serait donc un trésor caché, une sorte de petit paradis inattendu. Un paradis qui a aussi son côté sombre, ses anges gardiens, comme Anne Andreasen. Elle est un peu la maman ici d'une trentaine d'enfants,
Vous allez comprendre. Ils adorent ça. Dès qu'ils le peuvent, ils se défient sur la glace. Ce matin à Oumanak, ce sont des enfants qui pilotent les attelages. Dans la foule, une femme est particulièrement attentive. Who's this? That was one of the boys coming, I think so. Who's that? Is it Anouk, maybe? Oh, that's Anouk coming. Oh my God, it's Anouk. Inouk est l'un de ses protégés. Anne Andreasen dirige un foyer pour enfants en difficulté. Oh, flot. Lekker goed. Qu'ils soient premiers ou derniers, quand ils passent la ligne d'arrivée, ils sont fêtés comme des champions. Chacun a son moment de gloire. Retour au foyer. Rien ne lui échappe. Elle a l'œil sur tout. Anne veille sur 35 enfants, comme une mère poule. Bienveillante et autoritaire. Si vous voulez faire quelque chose pour les enfants, surtout ces enfants-là, bien les élever et leur offrir une meilleure vie, un bon environnement est primordial. J'essaie de créer une ambiance chaleureuse. Ça doit ressembler autant que possible à une maison. Ça a l'air bon. Voici Louisa. Elle travaille ici depuis 57 ans. Quand je suis arrivée en 1985, elle était déjà cuisinière. Grand-mère. Ils m'appellent tous grand-mère. Ici, ils se sentent à la maison. Ils savent qu'on ne va pas les oublier. Quand ils étaient avec leur famille, personne ne faisait attention s'ils rentraient tard ou pas. Maintenant, ils savent que quelqu'un les attend, qu'il y aura toujours quelque chose à manger et qu'on s'inquiète pour eux. Je m'appelle Ruth, j'ai 18 ans. Je vis au foyer depuis que j'ai 10 ans. Et moi, je suis arrivée il y a 2 ans. De mon village, j'ai apporté des vêtements, des objets et des photos de ma famille. Pour ces enfants en manque de repères, Anne a un projet ambitieux, reconstruire leur identité. Dans sa méthode, il y a plusieurs principes essentiels. Principe numéro 1, revenir aux sources. Et pour cela, elle est aidée de Karina Möller, une artiste groenlandaise. J'ai composé beaucoup de chansons pour les enfants et j'essaie toujours d'utiliser des rythmes et des tambours traditionnels. Ils sont liés à la terre, la nature et au monde des esprits. C'est une façon de faire ressurgir notre passé. Pour moi, c'est très important de ne pas oublier nos rythmes traditionnels. Ils résonnent en nous. Ces danses sont faites pour faire rire, donner du bon temps. Le rire est une médecine. Les filles ont aussi appris le chant de gorge, un jeu ancestral que pratiquaient les femmes inuites. On se relance sans cesse pour voir qui résistera le plus longtemps. Le jeu prend fin quand on est à bout de souffle. C'est devenu un de leurs passe-temps favoris.
Ces jeunes ont intégré le foyer parce que leurs parents n'étaient plus capables de s'occuper d'eux. Selon Anne, ces problèmes sociaux sont liés à l'histoire récente du pays. Le Groenland a connu un développement très rapide. Ce qui a pris 300 ans en Europe a été fait en 10 ou 20 ans ici. C'est beaucoup trop rapide. Les gens n'ont pas pu suivre. Ce sont les personnes les plus faibles qui en ont payé le prix. Certains ont choisi de mourir, de se suicider. D'autres ont eu des problèmes d'alcool. Tous les enfants du foyer viennent de ces familles qui ont eu du mal à faire face à ces changements. La première fois que j'ai vu Anne, j'ai tout de suite su que c'était elle qui allait m'éduquer. Maintenant, quand j'ai un problème, je peux en parler à quelqu'un. Anne est une mère pour moi. Enfin, presque une mère. Principe numéro 2, souder le groupe. Et pour cela, rien de mieux que les expériences en commun en dehors du foyer. Ils partent pour 3 jours d'aventure, concoctés par Anne, pendant lesquels ils vont s'essayer à la vie traditionnelle du Groenland. Des heures de motoneige par moins 25 degrés, de rudes conditions. Des villages dans la baie de Disko, au fond des fjords. Ici vivent quelques dizaines de familles, des chasseurs et des pêcheurs. Première halte à Ikerasak, ici ils bivouaqueront dans une école. Au petit matin, entraînement au tir. Ici, pour se nourrir, on chasse le phoque depuis toujours. Gert, 15 ans, et Krisunwak, 10 ans. Il est arrivé au foyer il y a quelques mois. Il vient de la ville et c'est sa première expérience sur la banquise. Des chasseurs accompagnent les enfants et assurent leur sécurité. La cible est à 70 mètres. L'exercice n'est pas facile. J'aime bien être ici, loin de la ville, dans la nature. Je me sens libre. Ja. Jongen, dat zit. Merci. Cái này một cái này cứ bị 빌도아가 kopet ayungire chit angulesho chit pikoaka chit ka ana pinya tungulesho chit te bisusho niako makipet marisho chit. Autre exercice proposé par Ludwig, la tactique d'approche du phoque. Le phoque sent, voit et entend tout.
Pour Chris Ounouak, c'est un apprentissage de la patience et de la persévérance. En début d'après-midi, il quitte Ikerasak, en chien de traîneau. Ce n'est pas un hasard si Anne a choisi cette autre activité. Quand ils voyageaient, les ancêtres se déplaçaient avec les chiens de traîneau. Quand vous éduquez des enfants, surtout des enfants qui ont été négligés, ils ont vraiment besoin de connaître leur histoire, leur passé. C'est pas parce que je veux qu'ils vivent comme des chasseurs, mais parce que je pense qu'on apprend toujours de son passé. Elle a embauché des mushers pour qu'ils transmettent leurs techniques aux enfants. Mais pour ces jeunes, habitués aux motoneiges, le chien de traîneau est un moyen de déplacement plutôt lent. Tu vois, il faut avoir une relation particulière avec les chiens, une confiance mutuelle. Vas-y, fouette. Comme ça? Plus sur le côté. Tu veux passer devant? Je veux bien. Allez, viens. Vas-y, parle-leur. Encore. Encore. Encourage-les. À mi-parcours, une pause pour les chiens. Ce sont les jeunes qui doivent s'occuper d'eux. J'aime bien être avec les chasseurs. Avec eux, il se passe toujours quelque chose. Un jour, j'aurai des chiens à moi, des jeunes, pour bien les entraîner. À 12 ans, j'aurais dû partir vivre au Groenland avec mes parents. Finalement, mes deux sœurs sont parties avec eux. Et moi, je suis restée chez ma tante et mon oncle au Danemark. Pour moi, à 12 ans, aller au Groenland, c'était comme aller sur la Lune. Les icebergs, la glace, c'était un vrai conte de fées. Mais mes parents m'ont dit que j'étais trop jeune pour partir avec eux. Et des années plus tard, en 1985, je suis finalement arrivée ici. Maintenant, je pourrais y rester encore un siècle. Il y a tellement de choses à faire. Quand je voyage avec eux, je sens qu'ils se sortent de quelque chose. Ils apprennent de la nature. Ils apprennent l'expérience de la vie. Ils me donnent beaucoup de force et de bonheur, car ils viennent me voir avec envie. Quand la vie est dure, ils me la rendent plus douce. Avec les enfants, Anne a restauré cette vieille cabane de pêcheurs. Ici, pas d'eau, pas d'électricité. Il faut faire fondre la glace, s'éclairer à la bougie. Principe numéro 3, revenir à l'essentiel. Parfois, on reste ici entre 6 semaines et 3 mois. Quand on est ici, on a plus de temps pour s'occuper des enfants. Et puis, ils ne sont pas distraits par toutes sortes de choses. Les ordinateurs, les tablettes, les téléphones.
Ils comprennent mieux ce que signifie vivre ensemble et faire partie d'une famille. Tu sais, ça fait du bien de pouvoir s'appeler comme ça, frères et sœurs. Le lendemain matin, levée de camp. Une partie du groupe et des éducateurs entament un trek d'1 semaine sur la banquise. « 20 km de marche par jour, dans la neige, des kilos sur le dos. Il fait moins 20 degrés et moins 30 quand le vent se lève. Camper sur la banquise, savoir s'orienter dans le blizzard, leur apprendre à survivre dans un désert de glace, c'est la mission qu'Anne a confiée à René. Ce genre d'expédition est bénéfique aux enfants pour plusieurs raisons. Ça renforce l'assurance et la confiance en soi, car ils accomplissent quelque chose de difficile. Et puis ça crée des liens entre les éducateurs et les enfants, et aussi entre les enfants. Ça leur apprend aussi à utiliser leur énergie dans un sens positif, au lieu d'être destructeurs ou autodestructeurs. Martin a 13 ans. Il vient de Nuuk, la capitale du Groenland. Il est arrivé il y a seulement 3 mois au foyer. Rester dans le groupe, compter sur les autres, pour lui c'est encore difficile. Et la nature ici paraît plutôt hostile. Les adolescents ont poursuivi leur trek. Martin, lui, est finalement rentré au foyer avec le reste du groupe. Martin, pourquoi tu n'es pas resté avec René? J'ai préféré rentrer. Je suis contente que tu sois rentrée à la maison. C'est bien déjà que tu aies marché si longtemps. Oui, mais j'étais fatiguée et j'avais froid. Bien sûr. C'est bien que tu sois là. À leur majorité, les jeunes doivent quitter le foyer. Anne les aide à poursuivre leurs études en ville ou à trouver du travail. Mais même une fois adultes, ils reviennent toujours ici, à la maison. Mes enfants n'ont pas vécu de belles histoires. On ne peut pas effacer ni la douleur ni le passé. Quand on voyage, on vit de beaux moments et ces souvenirs deviennent leur nouvelle histoire. Le but est d'éloigner leur passé douloureux pour faire place de plus en plus à de nouvelles histoires. Mon voyage au Groenland se poursuit plus au sud, là où naissent les icebergs. Voilà, vous avez compris que les glaces au Groenland, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Et là, maintenant, je voudrais vous présenter un monstre. Il est là. C'est le Cermek Kujalleq. C'est le nom de ce glacier classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et juste derrière, là, vous avez la calotte glaciaire qui est gigantesque. Et tous les ans, elle reçoit énormément de neige. Donc, elle est lourde, très lourde. Donc, elle cherche à s'étendre comme ça par les côtés, notamment. Et donc, elle pousse
et elle pousse ce glacier qui avance. C'est l'un des plus rapides du monde. Ça se voit pas du tout, il a l'air totalement immobile, mais il avance de 20 mètres par jour. Et donc la glace qui avance comme ça au-dessus de la mer, au bout d'un moment, ça craque, ça s'effondre, ça fait d'énormes morceaux de glace qui tombent. Et quand je dis énorme, les morceaux tout déchirés là que vous apercevez, ça a l'air tout petit vu d'ici, mais ce que vous voyez là, les gros morceaux, ça peut faire 100 mètres de haut. Ce sont des falaises de glace vertigineuses. Ce sont des glaçons monstrueux. Et ces blocs de glace qui partent comme ça, eh bien ce sont les icebergs. Et alors quand tout ça craque, s'effondre, ça peut produire des événements d'une intensité impressionnante. En 2008, ici, tout à coup, l'équivalent d'une surface de 80 km² de glace s'est effondré. Ça a duré 75 minutes et ce sont des images spectaculaires. Et 80 km², c'est l'équivalent de l'île de Manhattan à New York qui s'est écroulée en moins de 2 heures. Le plus grand effondrement de glacier jamais observé. Le Cermec, le plus gros fournisseur d'icebergs de l'hémisphère nord, en furie. Des images spectaculaires qui témoignent du recul des glaciers, un processus aggravé par le réchauffement climatique. Autrefois, ce glacier vêlait directement dans la mer. En moins de 100 ans, il a reculé de plus en plus vite vers le fond du fjord. Aujourd'hui, son front glaciaire se trouve à 60 km de l'embouchure. Pour aller voir les icebergs qui sont là-bas, le principe c'est qu'il faut faire ami-ami avec un pêcheur qui vous emmène en bateau. Et il faut un pêcheur qui sait briser la glace, parce que alors là, je me demande comment on va passer. Oh, c'est marrant, on sent le bateau qui cherche à monter sur les plaques de glace. Mais en fait, les blocs de glace s'imbriquent les uns dans les autres et ça bloque. Il m'a l'air un peu inquiet, le pêcheur. Et là, on recule devant l'obstacle. Il accélère un petit coup. Et ça craque. Ah oui, il met les gaz à fond. Ça passe pas? Notre moteur n'est pas assez puissant. Ah bon? Si je force trop, on va rester bloqué sur la glace. Et comment on va faire pour aller voir les icebergs alors? Il faut attendre le changement de marée. Le courant va chasser la glace. Et il faut attendre combien de temps? Ce sera vers 14 heures. Ah oui, il faut attendre 6 heures. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez voir les icebergs, il faut attendre. Et lui, il passe là-bas, non? Il n'y arrive pas, lui? Oui, il essaye, mais je pense pas qu'il va y arriver. Non? Sur le bateau, je suis accompagné par Anders. Il est groenlandais et amoureux fou
des icebergs. Et si lui réussit, ce serait une humiliation pour le capitaine? On ne s'humilie pas entre nous. On doit respecter la loi de la nature. Et on respecte aussi les décisions du capitaine. Yes. Et la glace, ça n'abîme pas le bateau? Ça ne peut pas percer un trou comme dans le Titanic? La glace est une force extrêmement puissante. Alors, il vaut mieux pas se retrouver coincé. Les anciens qui empruntaient le passage du nord-ouest, quand ils étaient bloqués, la glace faisait souvent couler leur bateau. Alors évidemment, ça peut être dangereux. Et ça peut pas nous arriver là. J'espère que non. C'est bien. Ça, c'est extraordinaire. Mais où est-ce qu'ils veulent absolument aller comme ça? Parce que vraiment, ils le veulent. Hein? Ils veulent aller retrouver leurs filets et récupérer leur pêche. Hier, ils ont posé les filets et maintenant, ils doivent récupérer le poisson. Ah. S'ils attendent un jour de plus, le poisson sera gâché. Mais lui, il a réussi à plus avancer que nous. Oui, mais maintenant, on casse la glace ensemble. On s'entraide. Et les gros bateaux aident toujours les plus petits. Parce que nous, on fait bouger la glace, donc ça la fragilise pour lui, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que sur les bords, la glace est toujours plus fragile. Et on sent la détermination de l'être humain, là. Hein? Comme on dit, la vie trouve toujours un chemin. Si vous regardez avec les jumelles, là-bas, il y a des gens, ils ont un problème, ils sont bloqués dans la glace, ils sont coincés avec leur bateau. Ah, yes! Ah oui, il y a des gens là-bas. Oh, les pauvres! Ah oui, ils sont descendus de leur bateau qui est pris dans la glace et ils se sont assis sur la côte. Mais alors, ils sont là depuis combien de temps, vous pensez? Sans doute depuis hier. Vraiment? Oui. Et on peut même pas aller les sauver, là? Non, il vaudrait mieux qu'ils abandonnent leur bateau et qu'ils remontent la colline à pied. Mais apparemment, ils espèrent encore sauver leur bateau. C'est pour ça qu'ils attendent. S'ils abandonnent leur bateau, la glace va finir par le briser et il coulera. Repartir à pied, ça veut dire perdre leur gagne-pain. Ah ouais. La pêche est un métier difficile. Mais grâce à nos pêcheurs, tout le monde en Europe peut manger du bon flétan. Et ça, c'est impressionnant parce que ça a l'air tout calme, très beau, très paisible, et en fait, c'est super dangereux. Comme une femme. Ah, vous avez une vision des femmes très particulière. Oui. Le lendemain matin, on retente notre chance. Cette fois sur un bateau plus petit. Et aujourd'hui, les courants ont chassé les glaces. Ah, c'est fabuleux, c'est fabuleux. Là, alors, après beaucoup d'efforts hier, on a annoncé, aujourd'hui, on a réussi, on est passé. Et là, franchement, j'hésite à le dire, mais je pense que c'est un des plus beaux endroits du monde. Vous vous rendez compte du trésor incroyable que vous avez là? C'est dingue. Oui, c'est dingue. Et on essaie de le faire découvrir au reste du monde. Alors c'est super quand des gens comme vous viennent visiter. C'est à la fois énorme, imposant et en même temps calme. Elles font combien au plus haut les falaises de glace qui nous entourent là?
Certaines s'élèvent jusqu'à 115 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ah! Oh la vache! Oh, j'ai eu peur. Et il y a une vague qui se déclenche du coup. Ah. Voilà. Parce que là, j'ai vu la vague qui s'est déclenchée, c'est pas un bout gigantesque qui est tombé. Mais si c'est un très gros bout qui tombe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas, il va se former une vague énorme. Eh oui, ça peut être très dangereux. C'est pour ça qu'on ne s'arrête jamais, on avance en permanence. C'est toujours pareil, c'est très calme et en même temps, c'est des sensations fortes. Donne-moi la main. Tout va bien. J'ai eu peur, voilà. Ces icebergs vont rester ici environ 8 mois. Puis ils vont entreprendre un long voyage de 3 ans, portés par les courants, le long de la côte, jusqu'à l'extrême nord du Groenland. Ensuite, ils passeront au large de l'île de Baffin, pour finir par fondre dans les eaux de Terre-Neuve. Et si on prend un morceau de glace de ces icebergs, il a quel âge en moyenne? Quand s'est formée la glace? La glace qu'on voit ici doit avoir entre 3000 et 5000 ans, parce qu'elle provient du bord de la calotte glaciaire. Mais si on creuse au centre de la calotte, on peut aller jusqu'à 3000 mètres de profondeur, et là, la glace peut avoir 200 000 ans. Ça veut dire que si on retrouve quelque chose dans la glace, il est conservé depuis 200 000 ans. Ça arrive? Oui. Les scientifiques ont trouvé du sable du Sahara, par exemple. Avec le carbone 14, ils déterminent l'âge de la glace. Et comme ça, ils peuvent répertorier à quelles époques ont eu lieu les grosses tempêtes de sable. Moi, je trouve cet endroit bouleversant. Mais vous, qui êtes groenlandais, qu'est-ce que vous ressentez, vous, ici? Je me sens petit et privilégié. Ça me fait réaliser que je veux profiter de la vie au maximum. Un jour, ces icebergs mourront, et moi aussi. Eux, ils ne sauront jamais ce qui leur est arrivé. Ils redeviendront juste de l'eau. Le Groenland est une énorme émotion. Je dois maintenant retrouver la civilisation et ses drôles d'habitudes. Ça, c'est des trucs qu'on n'imagine pas quand on vient pas ici, parce que, regardez, là, vous avez plein de chiens de traîneau. Il y a une compétition qui est organisée pas très loin. Et ben, comment ils voyagent, vous pensez, les chiens à partir d'ici? Eh ben, en hélico. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est normal ici, c'est la vie quotidienne. Là, il y a plus de 70 chiens qui vont monter dans l'hélico, là. Et on dirait qu'ils n'ont pas très envie de monter dans l'hélico. Pour certains de ces chiens, c'est la première fois qu'ils vont voyager en hélico. First time? Je suis en fait de retour à Uummannaq, en transit. En fait, ici, c'est un peu la ville sur son île, parce que ça, c'est une île, hein. On n'en a pas l'impression, parce que là, on est sur du dur, mais là, sous mes pieds, c'est la mer. Donc, Uummannaq, c'est une île, elle est massif. Là-bas, en face, les gros rochers dans le lointain, ce sont d'autres îles sur lesquelles vivent parfois des toutes petites communautés de 30, 40, 50, 200 habitants, pas plus. Et pour aller de la ville à la banlieue, ben, il y a les moyens de transport qui sont ici. Ici, c'est le point de départ. Il y a les scooters des neiges et puis le chien de traîneau. Parmi les passagers ce jour-là, Sika. Les chiens de traîneau, c'est son moyen de transport favori. Bonjour. J'ose pas trop. Ils mordent pas? They don't bite? No.
Mais s'ils se fâchent, ils peuvent mordre. Bonjour. Et vous allez où, vous? Je vais à Satout. Satout aussi. Ok. Et c'est très loin? Is it far? C'est à une vingtaine de kilomètres. C'est le début d'un voyage féerique. C'est très calme. Pas un bruit. C'est marrant parce que pour vous, c'est aussi normal que prendre le bus et moi, j'ai l'impression de partir en expédition. C'est vraiment beau. Et à chaque fois, ça me surprend. Ça me plaît toujours autant. Alors là, en fait, les chiens du deuxième attelage sont pris dans le cap du premier. Donc un coup de couteau et voilà. Et un chien... Et qu'est-ce qui va devenir le chien tout seul? Il va suivre. Ah. Alors là, il y a un petit vent qui se lève. Et quand ça souffle fort et qu'il y a du blizzard et de la tempête, ça doit être horrible, le traîneau. Quand le vent se lève, il faut faire attention et bien se protéger. Vos joues peuvent geler, il faut bien les réchauffer. Ça peut être vraiment pénible. Surtout s'il se met à neiger. Alors on ne voit plus rien et on ne sait pas où on est. Quand il fait beau, c'est magnifique. Mais quand le temps est mauvais, c'est vraiment horrible. Et quand on voit plus rien, les chiens, eux, ils savent où aller? Bah non, c'est nous qui les dirigeons. On leur indique le chemin, et si on ne sait pas dans quelle direction aller, les chiens, ils ne savent pas non plus. Et des fois, vous êtes perdu? Vraiment? Ça peut arriver. C'est horrible. Oui, c'est horrible. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part attendre que ça passe, ou essayer de retrouver son chemin. Vous remarquerez que la banquise, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas plat. Et je dirais même que ça fait un peu mal aux fesses au bout d'un moment. La banquise, vous voyez, il y a des bosses comme ça, des petites... Il y a des glaçons. Et il n'y a pas de réseau, j'imagine, là, pas de téléphone possible pour appeler au secours. Parfois, on arrive à capter un peu. Et là, vous pensez par exemple qu'on peut avoir du signal? Je ne sais pas. Vous pouvez essayer. Ah oui. Ah, et bien voilà. Vous pouvez appeler chez vous. Ah, ça, c'est extraordinaire, ça. On est sur la banquise, loin de tout, mais vous avez de la 3G et du téléphone. Il y a un truc qui m'épate, c'est que moi je suis tout emmitouflé dans 4 épaisseurs. Et vous, ça a l'air tout léger ce que vous avez là. Et c'est chaud. Ah, ces vêtements-là sont vraiment chauds. C'est ce que nos ancêtres portaient. C'est de la peau de phoque. Les phoques vivent dans l'eau très froide. C'est pour ça qu'on porte ça. Si votre blouson est mouillé, il peut devenir très froid et gelé. La peau de phoque est étanche. Il y a beaucoup de gens plus au sud qui détestent les gens qui portent de la fourrure comme ça, de la vraie fourrure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah, je les comprends. Mais s'ils viennent ici, ils verront qu'on fait ça de manière raisonnée. On ne tue pas les phoques pour rien. On utilise tout ce qu'on peut. C'est un peu comme chez vous si je disais qu'il ne faut pas tuer les vaches. On mange la viande de phoque comme vous mangez de la vache. C'est Satout qu'on voit là, on arrive? Oui, c'est ça, entre les icebergs.
C'est étonnant parce qu'on est... là, on est vraiment dans un endroit très reculé. Plus reculé que reculé. Et c'est pas dur, c'est très coloré. C'est plein de petites taches de couleurs, de petites maisons. C'est presque joyeux. C'est très coloré. Et justement, c'est parce que c'est un endroit reculé qu'il doit avoir l'air joyeux. Et en fait, les couleurs sur les maisons, elles ont une signification. Par exemple, les maisons rouges, les gens qui les habitent sont soit des instituteurs, soit des commerçants. Ah bon? C'est-à-dire que les couleurs indiquent la profession de l'occupant? Oui, c'est comme ça. Et là, il y a une maison bleue. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'elle est habitée par un chasseur ou un pêcheur. C'est pour ça la couleur bleue. Et vert? Le vert signifie que la personne qui vit là travaille dans les métiers de la communication. Ah, ça c'est marrant. Et alors rose là-bas, pink? Le rose, rien, c'est juste une couleur à la mode. Ah, c'est le fantaisiste. Oui, c'est ça. Okay. Oui, mais alors si par exemple je suis enseignant et que j'aime le bleu, j'ai pas le droit de peindre ma maison de la couleur que je veux. Ah, vous devez juste épouser un chasseur. Ah d'accord. Et vous aurez droit à une maison bleue. Non, c'est pas aussi strict que ça. Ok. Le jaune, c'est infirmerie. Et je me demande bien comment ça se passe dans une infirmerie toute seule au bout du monde, séparée par la banquise de tout hôpital. On va aller voir. Bonjour. Hello. Vous êtes l'infirmière? Ouais, entrez, on est en pleine consultation avec le médecin. Ok. Excusez-moi. Sorry, excuse me. Mais vous parlez avec qui là? Bonjour. Hello. Avec qui est-ce que vous parlez là? Alors là, je suis en communication avec l'infirmière en chef et le médecin pour une consultation. Ah, et donc le médecin... Bonjour. Hello. Bonjour. Et le médecin, il est à quel endroit? In Umanak. Yes. Ok. Ah oui, oui, vous m'entendez? Et vous pouvez faire une consultation à distance comme ça? Oui, bien sûr. Grâce à la présence de l'infirmière du dispensaire, qui est à côté de vous, on peut faire différents examens. Par exemple, elle peut palper l'estomac, ou alors regarder dans les oreilles du patient, et elle peut nous envoyer les images. Elle peut aussi utiliser un stéthoscope et nous envoyer le son par mail. Et c'est aussi précis, aussi efficace qu'une consultation face à face? Oh, ça nous donne beaucoup de détails, mais pas tous, bien sûr. En discutant avec le patient, on en apprend déjà pas mal. Ça, c'est épatant. Oui, parce qu'on peut difficilement imaginer qu'il y a ici un médecin dans une si petite communauté en permanence. Eh oui, ça serait impossible. Ouais. Et vous, en tant que patiente, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est très important de pouvoir consulter un médecin comme ça. On ne va à Umanak que lorsqu'on est gravement malade. C'est trop loin. Vous savez, ce matériel est d'une grande aide pour nous. C'est une question de survie. Ok, merci beaucoup. Thank you very much. Je suis très impressionné de voir ça dans un endroit comme ça, tout perdu. Et au revoir à Umanak. Bye bye. Thanks a lot.
Ça, c'est incroyable quand même. Vivre au Groenland, c'est accepter de vivre dans des conditions compliquées, extrêmes. Le Groenland est une terre d'aventure, un Eldorado qui attire les amateurs de sensations fortes, de moments uniques qu'ils n'oublieront jamais. La côte est du Groenland, une terre oubliée que presque personne ne visite. Alors s'embarquer sur une vieille goélette et jouer aux explorateurs, ça semblait un rêve un peu fou. Celui d'Ingvar, un drôle d'Islandais, qui a convaincu ses amis de tenter l'aventure. Depuis une dizaine d'années, j'ai ce rêve, et tout le monde disait que j'étais fou. J'ai sélectionné mon groupe d'amis, mais ce n'était pas sûr qu'ils acceptent. J'ai donc menti à mon frère en lui disant que Jens avait dit oui, et j'ai menti à Jens en lui disant que mon frère était partant. Après, je leur ai dit qu'ils n'oseraient pas aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas eu le choix. Pour guider cette bande d'amateurs, il fallait une exploratrice, une vraie, Vilborg Arna. C'est la première Islandaise à avoir gravi l'Everest ou traversé le pôle Sud. Une professionnelle qui a préparé ce voyage extraordinaire. Nous allons partir randonner dans le plus grand parc national du monde. Il fait partie du fjord appelé le Nordvest. C'est extrêmement rare d'obtenir un permis pour se rendre là-bas. Et juste pour vous rappeler à quel point c'est unique, il y a plus de gens qui se rendent sur le pôle Nord que là où nous allons. C'est l'exploration la plus pure qui soit. Des questions? Mais alors si cette zone est plus ou moins inexplorée, est-ce que ce serait jouable de donner notre nom à une montagne? Comme de vrais explorateurs? J'ai vraiment hâte. Ils ont l'air très joueurs. Ils ont de grandes ambitions pour ce voyage. Il me tente vraiment d'être sur le terrain avec eux. Le chemin va être long jusqu'aux montagnes du Nordvestfjord. L'équipe va devoir se frayer un chemin dans cette mer d'iceberg, toujours instable. 2 jours de navigation où tout peut arriver. Les dangers comme les joies de l'exploration. Regarde-moi ça! C'est fou! On se sent juste minuscule. On réalise combien on est petit. L'île dure a glissé sans encombre jusqu'à son premier mouillage. Les explorateurs approchent d'un territoire presque vierge, qu'ils célèbrent à leur manière avec une chanson du pays. Au petit matin, personne ne chante plus. Mystérieusement, l'île dure refuse de bouger. Les coups de barre du capitaine n'y font rien. C'est toute l'expédition qui est remise en cause. Un passager plonge sa caméra pour trouver l'origine de la panne. C'est une sorte d'amarre sous-marine utilisée par les chasseurs inuits. Elle s'est prise dans l'hélice.
Il n'y a pas trop le choix. Il va falloir trouver un courageux pour risquer un bain d'eau glacée. Karpour, un matelot, se dévoue. À cette période de l'année, l'eau flirte avec les 0 degrés. Karpour a passé trop peu de temps sous l'eau pour venir à bout des cordages. Ingvar et ses amis tentent à leur tour leur chance avec un outil de fortune. Sans résultat, et c'est au capitaine de prendre les choses en main. Il a l'air bien décidé à libérer son île dure, malgré l'appréhension de tout l'équipage. Ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. La bouée repêchée et l'odyssée d'Ingvar peut continuer. Le capitaine Herder doit rattraper les heures perdues. Il reste une demi-journée de navigation et la mer a brutalement changé de nature. Des blocs de glace de plus en plus compacts entourent la goélette. Un signe qui ne trompe pas. L'île dure se rapproche d'un immense glacier. On essaye toujours de garder une distance de sécurité, généralement 3 fois la taille de l'iceberg ou du glacier. Quand ils sont verticaux comme ça, ils peuvent se briser. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Le mieux à faire, c'est de garder nos distances, parce que si ça arrive, il y a une vague très forte qui se forme, comme un petit tsunami. Avec prudence, l'île dure sort de cette mer de glace en dessinant des tranches arabesques. Il est temps pour Ingvar et ses amis de s'élancer vers l'inconnu. Des chasseurs inuits s'arrêtent pour saluer l'île dure et mettre en garde ses voyageurs. Comment ça se présente là-bas? L'année dernière, on a eu beaucoup d'ours polaires par ici. S'ils attaquent, tirez en l'air.
Il peut s'en prendre à l'homme. Et il faut aussi se méfier des bœufs musqués. Surtout les mâles solitaires. Ce sont eux les plus dangereux. Bon retour. Les chasseurs repartent à 200 km de là, dans le seul village des environs. Il n'y a pas d'assistance à attendre dans les parages. Bon allez, on va démarrer l'étape du jour. À peu près 14 ou 16 km. Gardez vos yeux bien ouverts. On explore vraiment un endroit. Très peu de gens sont passés par là. Il faut surtout bien faire attention à soi. Alimentez-vous et hydratez-vous régulièrement. Parce qu'ici, un petit problème peut avoir des conséquences très sérieuses. Vous avez des questions? Allez, c'est parti. Un autre voyage commence. Bienvenue dans la toundra arctique. Un curieux écosystème formé de mousse et de lichen, le seul à pouvoir résister à des températures de moins 50 degrés l'hiver. Les animaux aussi ont dû s'adapter à des conditions extrêmes, comme ces bœufs musqués, l'une des rares espèces à pouvoir vivre ici. C'est incroyable, car ils paraissent énormes avec toute cette laine. Ça leur fait comme une longue chevelure. C'est un peu la combinaison bizarre d'un bœuf et d'une chèvre. Des bœufs musqués qui seraient en fait des chèvres, de la famille des caprins. Ils n'ont que quelques semaines par an pour profiter de ces pâturages, avant que la glace ne recouvre tout. On a vraiment de la chance. Les couleurs d'automne sont si belles. Elles deviennent jaunes, oranges, jusqu'au rouge vif. La vue est juste saisissante. Dire ce que je ressens? Fantastique. Comme ils disent en Amérique, awesome. C'est énorme. Ingvar et ses amis ont déjà de longues heures de marche dans les jambes. Les pierriers et les rivières s'enchaînent. Un dernier lac à contourner avant la fin du jour. Les 15 premiers kilomètres ont laissé des traces. J'en peux plus. Comment as-tu pu nous entraîner là pour gravir cette montagne? Et on va devoir marcher 18 heures demain? Je travaille dans un bureau, moi, je te rappelle. Pourquoi jouer au super-héros et toujours marcher, marcher, marcher? Vilborg nous a demandé pourquoi ne pas faire le camp à un autre endroit. On lui a dit qu'on était très bien ici. On peut plus bouger. Le camp de base s'installe, près d'une source d'eau potable. Demain à 5 heures, il faudra repartir. Alors autant profiter de ce cadre majestueux et reprendre des forces avant que les températures ne descendent trop. Ce soir, le menu 5 étoiles de l'Arctique, c'est de la poudre de mouton.
Mais après un jour comme celui-là, ça a bon goût. On le sait tous, c'est toujours très bon. C'est bon, c'est ça. Et tellement mérité. Il va falloir instaurer des tours de garde pour protéger le camp. Chacun gardera le fusil. Si vous vous trouvez face à un ours, tirez d'abord. Pas pour l'abattre, mais juste pour l'effrayer. Je sais que c'est pas très rassurant. Mais s'il approche de trop près, essayez de vous grossir. Tout le monde sait utiliser un fusil? Combien de balles on aura? Il y a 2 balles avec le fusil. Vilborg prend le premier tour de garde. Elle a l'habitude de ces longues nuits, en solitaire, à veiller. J'ai toujours été fascinée par tout ce qui touche à la culture inuite. Comment l'homme a pu survivre ici pendant des siècles. Je lisais des livres dessus quand j'étais petite. Ça a toujours été un rêve de découvrir cette région. L'ours polaire n'est pas venu troubler la tranquillité de la nuit. Et la journée s'annonce splendide. De quoi donner le sourire à Ingvar et Jens. Quelques gouttes pour se réchauffer. Et le soleil qui éclaire ce pic au beau milieu des Stonning Alps. Un sommet qui n'a probablement jamais été arpenté. Et c'est là qu'ils se sont promis d'aller. Une dizaine d'heures de marche, si tout va bien. Les organismes commencent à fatiguer. Et la vraie difficulté est encore loin devant. C'est le moment pour Vilborg de partager ses trucs de spécialiste, pour continuer à avancer. Bon, ça va commencer à être un peu raide par ici. Et comme dans tous les sports, une bonne technique vous emmènera beaucoup plus loin. Une des techniques s'appelle le micro-repos. C'est un peu similaire à la marche des chevaux, en fait. Vous donnez à vos pieds un repos pendant une fraction de seconde. Vous économisez votre énergie et vous pourrez marcher 24 heures. Il y a aussi la respiration pressurisée. Vous amenez plus d'oxygène dans le sang. Et ça évite les crampes. Le souffle dans l'estomac et vous expirez. Dans ce genre de défi, comme gravir une montagne, le plus important, c'est d'avoir le bon entraînement. Et pour nous, c'est une chance incroyable d'avoir une pro comme Vilborg. On va porter cette sagesse avec nous. Il va pourtant falloir puiser dans les jambes et dans les têtes. Suivre avec précaution les pas de Vilborg pour arriver au sommet. C'est le but de ce voyage après tout. Celui d'une bande d'amis qui voulait se tester un peu. Celui d'une exploratrice
qui ne se sent bien qu'ici, au milieu de nulle part. Cet endroit a une place particulière dans mon cœur. Je me suis entraînée ici pour mon expédition au pôle Sud et aussi avant ma traversée du Groenland. Pour aller dans des zones comme ça, il faut montrer du courage. Il faut savoir rester humble devant la nature, mais surtout avoir de la gratitude. C'est le premier mot qui me vient en tête. Les derniers mètres, les derniers efforts et une certaine forme de délivrance. We made it! Come on guys, come on! Hallo, Trevor Kepler! Invictus Exploration! Hey! 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 Yes! Se retrouver là avec mon frère, mes meilleurs amis, ceux qui comptent vraiment dans ma vie, c'est génial. Mais pas seulement. Que la nature récompense tous nos efforts avec un temps de fou. Ces moments sont vraiment des moteurs dans une vie. Ingvar a réalisé un de ses rêves, laisser une trace dans ce coin du monde. Et avant de repartir chez lui, un dernier cadeau. Le seigneur de l'Arctique se décide enfin à venir saluer l'île dure. C'est sûrement la seule fois dans notre vie où nous pourrons observer un ours polaire dans son habitat sauvage. Et c'est juste incroyable. Mon cœur bat à 100 à l'heure. C'est magique. Attention, là, on arrive sur la glace, là. Alors, on est toujours sur la banquise groenlandaise. Et là, je suis avec un chef exceptionnel. Il s'appelle Inungwak. Inungwak, je l'ai bien dit. Qu'est-ce que ça veut dire, Inungwak? Adorable petit enfant. C'est ce que j'étais avant, mais il y a longtemps. Ok. Alors, Inungwak qui travaille à partir d'ingrédients naturels, authentiques. Et ici, quand il s'agit d'aller chercher des ingrédients dans la nature, c'est évidemment tout de suite une expédition. Et qu'est-ce qu'on cherche là? Qu'est-ce que vous avez besoin de quoi? Aujourd'hui, on va chercher de la glace. Vous cherchez de la glace? Yes. You're looking for ice. Yes, ice. It's a joke. No. Mais il n'y a que ça. All is ice. Oui, il y a de la glace partout. Mais ici, c'est de l'eau de mer gelée. Donc elle est salée. Nous avons besoin de la glace d'un iceberg. Parce que là, un petit coup de congélateur sur l'eau du robinet, ça vous va pas? Je pourrais utiliser l'eau du robinet, mais je préfère celle qui vient d'un iceberg. C'est une eau très propre, sans aucune impureté. Rien, juste de l'eau pure. Mais c'est effrayant. Là, on est en train de monter sur la glace.
Oh mon Dieu! Et ça bascule! Ah non, j'ai la trouille là! Oh la vache! Allez, on... C'est pas dangereux pour le bateau, ça? Non, la glace n'est pas très épaisse. Comment vous savez quel chemin il faut prendre là où la glace est la plus fragile? Parce qu'on voit rien. Pour ça, je pose l'avant du canot sur la glace et je sens sa résistance. C'est marrant parce que quand on voit ce petit bateau, et puis vous au volant, on n'a pas l'impression que c'est un brise-glace. Bah si. Alors, là, il y a un iceberg. Et celui-là, il est bien là. Oui. On va découper un peu de glace et on aura l'eau la plus pure du monde. C'est solide? Oui. Allez, sautez. Vous voilà sur la glace. Première fois de ma vie que je monte sur un iceberg. Un morceau d'iceberg. Et c'est quand même... Et ça, c'est extraordinaire d'être là quand même. Hein. Et si l'iceberg se retourne? On devra courir très vite. Mais ça n'arrivera pas. Tout est gelé ici, donc on devrait être en sécurité. Okay. Et on a le temps de courir s'il se retourne? Non. Super. Vous entendez? Quand ça fond dans la bouche, ça fait... Ah oui. Il y a comme des petites bulles. Des petites bulles d'air. C'est compressé comme un millefeuille. Une couche de neige, une couche de glace, une couche de neige, etc. Et c'est des bulles d'air qui ont quel âge? Cette glace a peut-être 10 000 ou 20 000 ans. Oh, c'est pur, hein. Je passe d'abord? Ok. C'est qu'on n'a pas du tout envie de prendre un bain. Hein. Je voudrais bien une autre aventure. On va trouver ça. Inunghuaq est décidément unique. Au Groenland, il est connu comme un chef atypique, passionné par sa cuisine et son pays. Et on va chercher quoi là maintenant? Des moules. Des moules? Il y a des moules dans la glace? Oui, juste sous la glace. Il en faut. Faut vraiment avoir faim hein, pour affronter tout ça. Oui, si on en a vraiment très envie, il faut savoir parfois prendre des risques. Ah, c'est beau. En fait, au Groenland, c'est rare de trouver un endroit où on peut dire c'est moche. C'est très difficile. C'est magnifique. Oui, c'est vrai. Oh là là, mais c'est tout craqué. Qu'est-ce qui se passe là? Quand la mer se retire, la glace s'effondre. Ah, parce qu'il y a quand même... Mais oui. C'est pas parce que c'est gelé qu'il n'y a pas de marée. Et là, elles sont où exactement les moules alors? Elles sont quelque part sous nos pieds. Je vais essayer d'en trouver. Eh mais soyez prudents quand même, parce que là, si ça s'enfonde, vous tombez dans la mer gelée. Oh, bah, moi, j'irai pas. Hein. Là, je sais pas où il est, j'entends juste des sons.
Il a disparu sous une montagne de glace. Et si ça se met à bouger, parce que rien n'est stable, il est casse-cou quand même. Hein. Parce que ça, c'est la mer. Ça, c'est la terre. Et voilà. Et entre les deux, ça bouge. Vous êtes vivant? Yes. On a vraiment de la chance. Yes. Voici les premières. On a juste ce qu'il faut pour préparer un plat. On a vraiment de la chance. Allez, on rentre pour faire la cuisine? Yes. Bah dis donc. Et franchement, bravo, parce que faut être courageux quand même. Vous êtes un cuistot de l'extrême, vous. Ouais, en quelque sorte. Je chasse, je ramasse les moules et les herbes sauvages. Donc oui, on a sans doute l'une des cuisines les plus sauvages au monde. Et au moins, on est sûr qu'elles sont fraîches. Hein. Très fraîches, extrêmement fraîches. Mais moi, ce qui m'épate, c'est pourquoi est-ce que la moule n'est pas complètement glacée, donc morte de froid? La glace est gelée, mais en dessous, la mer est à 1 ou 2 degrés. Donc, elle ne gèle pas. Okay. Avec ça, je peux préparer un très bon plat. Oui, ça? Vous êtes content avec ça? Je suis très content. Ok. Au Groenland, on ne se nourrissait autrefois que des produits de la chasse et de la pêche. Et on mangeait toujours cru. Ce qui a valu aux Inuits le surnom d'Esquimaux, ce qui veut dire les mangeurs de viande crue. Aujourd'hui, l'alimentation a bien changé. Mais les repas sont toujours à base de protéines. Viande de renne, flétan, crustacés sont servis accompagnés d'algues et de sauces à base d'herbes de la toundra. Alors, vous avez connu le chasseur de moules de l'extrême. Le voici maintenant en chef avec Tokedudun, caractéristique du chef du Groenland. C'est le look qu'on aime par ici. Là, à partir de maintenant, c'est du sérieux. Alors, on a nos moules bleus. Bleu? Oui, tu peux voir cette teinte bleutée. Ah oui, dis donc, je croyais que c'était juste un peu de pierre. Ah oui, ce bleu-là, ça, c'est caractéristique de l'Arctique. Oui. En Arctique, les crustacés, les coquillages grandissent très lentement. Et du coup, ils ont un goût intense. On va les cuisiner et tu pourras goûter. Ça, c'est de l'eau de l'iceberg. Oui. Même, il fait tellement froid que la vapeur est froide. C'est dingue, ça. J'ai jamais vu ça. Il fait quand même moins 20 à l'extérieur. Alors, on met un peu de chou. On le met là. Ah, ça sent bon, hein, déjà. Ça, c'est des herbes du Groenland? Non. Il n'y a que l'été, pendant 2 ou 3 mois, qu'on peut faire pousser des légumes. Le reste de l'année, on importe tout du Danemark. Ouais. Et ça c'est un truc qu'on imagine mal chez nous, c'est-à-dire que c'est impossible de trouver des légumes. Heureusement, à l'avenir, nous aurons de plus en plus de serres. Et ça va nous rendre plus indépendants pour l'alimentation. Et ça, c'est votre combat. Vous voulez que le Groenland soit plus autonome en matière d'alimentation. On importe tout. On importe 95% de notre nourriture au Groenland. 95%? Oui.
Moi, je travaille pour que les jeunes soient éduqués au bien manger. Parce que, à cause de la mondialisation, on a ici des fast-foods comme partout ailleurs. Donc tu comprends maintenant pourquoi je me bats pour notre indépendance alimentaire. Tu veux goûter notre plat de moule? Oh, c'est subtil. Ça a du goût. Mais c'est vraiment très bon. Vous imaginez la saveur d'une moule en France, bah, vous multipliez le goût, le même, mais vous multipliez le goût par 5. C'est vraiment super bon. Vraiment, bravo. Congratulations. Merci. C'est tellement bon qu'on oublie même ce paysage fantastique. Bon, et si on rentrait se réchauffer à l'intérieur? Yes. Parce qu'on est gelé en fait. Hein. Donc au chaud. Voilà, c'est la fin de ce voyage au Groenland. Un sacré voyage. Le Groenland, c'est tout ce qu'on imagine du Grand Nord en plus grand. Une calotte glaciaire gigantesque, des icebergs à l'infini, des villages perdus. Mais je crois que le vrai voyage ici, en fait, ce sont les Groenlandais. Ceux que j'ai rencontrés sont un peu insaisissables au début, mais avec toujours ce calme, cette capacité d'adaptation extrême, cette sorte d'osmose sereine avec la nature. Le Groenland est beaucoup plus qu'une grosse tache blanche sur les cartes. À très vite sur d'autres routes.